Les amoureux de l'histoire de France, comme vous, se rappellent sans doute des soldats libres tels que Jean Bart ou Surcouf, corsaires devant l'Éternel, armés blanchis et nourris par les rois et les empereurs pour se mouiller dans des guerres que l'armée officielle ne pouvait pas revendiquer. Aujourd'hui, je vous amène à la découverte de l'un de ces soldats libres, d'un soldat libre d'un genre nouveau, un mercenaire qui a animé la chronique des coups d'État pendant une quarantaine d'années. Son terrain de jeu favori, l'Afrique. Il s'agit de l'ancien sous-officier, d'ailleurs officier, on ne sait pas très bien français, Bob Denard. Bob Denard est le plus célèbre des mercenaires français. L'ancien officier est impliqué dans une multitude de putschs à travers l'Afrique. Nous allons brièvement évoquer quelques-uns d'entre eux. Je vous propose cependant de faire un zoom, un focus en somme, dans cet épisode sur son dernier coup d'éclat, le 28 septembre 1995. Ce fut aux Comores. Il est 3h45. Le président Saïd Mohamed Johar est réveillé par des coups de feu. Quelque temps après, son téléphone sonne. C'est le capitaine français de sa garde présidentielle. Oui, c'est comme ça. Un certain Ruby qui l'appelle. Il l'informe que la quarantaine de soldats qui composent la garde a été neutralisée. Nous sommes attaqués et neutralisés, lui souffle le français, pour en avoir le cœur net. Et pour se rassurer aussi, le chef de l'État appelle le commandant adjoint de la garde présidentielle, un Comorien. Ce dernier est plus nuancé. Nous sommes attaqués, certes, lance-t-il, mais nous sommes en mesure de riposter et de nous défendre. Le président Johar lui demande d'appeler des renforts, mais les bases aux alentours sont déjà aux mains des mercenaires. Le coup d'État est en marche et il va être une réussite. Ne serait-ce que dans les heures qui suivent. Le chef de l'État attend maintenant dans sa chambre le sort que les putschistes lui réservent. Il n'a aucune idée. Il a pris le soin de fermer la porte à double tour. La petite escouade de 5 hommes qui vient le cueillir l'ouvre pourtant sans forcer. Les assaillants ont des armes braquées sur le couple présidentiel. Oui, parce que Saïd Mohamed Johar est avec sa femme, il vient de terminer sa prière, il a le Coran à la main, et en dévisageant ses agresseurs, il reconnaît un ou deux visages peints de noir, et au travers de sa démarche, réussit à deviner l'identité de ce groupe d'individus téméraires. Et il s'agit de Bob Denard. Le fameux mercenaire français rassure le désormais ex-président des Comores. « Je ne suis pas venu pour vous tuer, lui dit-il. » L'homme d'État est conduit au camp militaire de Kandani, tandis que son épouse est évacuée au domicile de l'une de ses filles. Le récit de ce coup d'État est assommant de simplicité, et il va donner lieu à des ramifications complexes et extrêmement graves pour l'image de la République française dans le monde. Mais n'allons pas vite en besogne, voulez-vous. Revenons à Moroni, la capitale des Comores, en ce 28 septembre 1995, quelques heures avant que le président Johar ne soit tiré de son sommeil. Il est 1h ou 2h du matin. Quelques 35 hommes s'affairent dans les rues de la capitale. Ils sont divisés en 3 groupes. Le premier avait pour mission d'aller libérer les rebelles déjà condamnés pour un putsch de 1992. Il y parvient sans grande résistance. Le deuxième groupe, dirigé par Bob Denard lui-même, devait s'emparer de Radio Comores. Quant au troisième et dernier groupe, son objectif était de prendre la présidence. Malgré quelques résistances, d'ailleurs vite balayées, le putsch fut une réussite sur toute la ligne. Dans la foulée, le mercenaire français prend les rênes du pays. Il réorganise la garde présidentielle et place un homme lige, le capitaine Ayana Kombo, à la tête d'un comité militaire de transition. Je parle bien de Bob Denard qui prend la tête du pays. Alors, cet Ayana Kombo, capitaine, revendique la responsabilité du coup d'État. Personne n'y croit vraiment. L'essentiel des services de la défense nationale des Comores à l'époque sont contrôlés en aval et en amont par la République française, en commençant par la garde présidentielle. Et il est difficile d'expliquer comment une trentaine d'hommes sont capables de mettre en déroute tout un système géré par les services de renseignement français. C'est d'autant plus incompréhensible que le nom de Bob Denard est bientôt cité.
Nous sommes en septembre 1995. Je le rappelle, en France, Jacques Chirac vient de prendre le pouvoir. À l'époque déjà, le refrain est bien rodé. Mettre fin aux relations de suzeraineté, de domination entre la France et ses anciennes possessions coloniales. Le coup d'État de Bob Denard aux Comores est une bien mauvaise publicité pour les nouvelles autorités à Paris. Après l'avoir inspiré, il va falloir, le défaire. Une semaine après l'arrestation du président Saïd Mohamed Johar, M. Chirac demande la mise sur pied d'un plan pour reprendre le contrôle de l'île. L'opération est baptisée Code Azalée. Ça sent bon l'Afrique, hein? Une frégate de 200 hommes est envoyée dans l'océan Indien pour recueillir des informations. Dès le 5 octobre, 400 militaires sont déployés pour contenir le régime de Denard. Le mercenaire et ses hommes sont arrêtés. Ils n'opposent aucune résistance et sont rapatriés en France, bien sûr, pour être jugés. Et le président Johar dans toute cette affaire alors? Il ne retrouve pas son poste, non. Après un peu plus d'une semaine de mise aux arrêts par le mercenaire et ses amis, il est déporté de force à la Réunion par la France. Le pouvoir est remis au premier ministre Kabi El Yachurutu. Il faut dire que cette intervention du gouvernement français pour effacer ce putsch est restée en travers de la gorge de Bob Denard et de ses amis. Plusieurs témoignages ont été recueillis au cours du procès qui démontrent que cette expédition était au moins encouragée par les services officiels français. Pour ne citer que l'exemple de la garde présidentielle, plusieurs observateurs ont indiqué qu'à elle seule, elle était capable de repousser les putschistes. Les hommes du capitaine Ruby étaient 40 contre 35 mercenaires. Ils avaient à leur disposition des pistolets mitrailleurs, Beretta et Uzi, des revolvers 357 Magnum et des fusils lance-grenades. Les hommes de Denard, de leur côté, n'avaient que des fusils à pompe et de vieux Kalachnikov ou M16 de collection, achetés, démilitarisés, puis modifiés par leurs soins. Jean-Claude Sanchez, l'un des lieutenants du mercenaire, a écrit un livre de témoignages à charge contre la France officielle, l'accusant d'avoir laissé tomber le soldat Denard. L'homme sera condamné, je parle de Denard, en 2006 à 5 ans de prison avec sursis. Qui est donc cet homme capable d'organiser un coup d'État à son propre nom ou au nom de son pays dans une île de l'océan Indien et qui réussit quand même à échapper à de la prison ferme? Son nom de scène est Bob Denard. Robert Denard, à l'état civil, est né le 7 avril 1929 dans le sud-ouest de la France. Fils de militaire et militaire lui-même, il rejoint la marine en 1945. Matelot-mécanicien, il s'engage comme volontaire pour la campagne d'Indochine. Il quitte l'armée en 1952. On le retrouve quelque temps plus tard au Maroc, où il s'engage dans la police locale alors que le pays est encore sous administration française. La déclaration de l'indépendance du Maroc en 1956 va lui donner l'occasion de s'illustrer pour la première fois dans ce qui devient bientôt un mode de vie. Faire de la violence un mode d'expression politique et un gagne-pain. Sa première cible est Pierre Mendès France, alors président du Conseil en France. Les milieux coloniaux français au Maroc reprochent à l'homme politique d'avoir accordé l'indépendance au royaume chérifien, mais aussi l'abandon de l'Indochine après la débâcle de Dien Bien Phu. Denard est chauffeur dans ce premier coup foireux. Il est condamné à 18 mois de prison ferme. Sa réputation d'anticommuniste est alors faite. Nous allons le retrouver un peu partout en Afrique. Bénin, Nigeria, Gabon, Angola, Cabinda, Zaïre, Rwanda et Comores. Bob Denard, c'est aussi des destinations plus exotiques comme l'Iran ou le Yémen. On le retrouve déjà au Congo, notamment au Katanga, où il est engagé avec d'autres étrangers par des groupes miniers. Bientôt, il se lie avec des figures aussi sympathiques que Moïse Tshombe. Lorsque l'ancien indépendantiste katangais accepte le poste de premier ministre du Congo, les hommes de Denard, baptisés les affreux, ça ne s'invente pas, se mettent au service de l'État central. Nous sommes en 1964. Le coup d'État du général Joseph Mobutu l'année suivante ne change rien à la situation des mercenaires. Ces derniers sont conservés pour encadrer l'armée nationale du Congo. Bob Denard est à la tête du 6e bataillon commando étranger. Il est accompagné par le Sud-Africain blanc Mike Orr du 5e commando et le Belge Jean Schramp du 5e commando. Des noms qui sonnent d'une manière particulière dans les oreilles des Congolais, je dois vous le dire. Contrairement à ses frères d'armes, donc mercenaires, Bob Denard a une éthique de travail.
Considérons-nous comme étant au service d'un patron, dit-il à ses troupes. Et quand on est au service d'un patron, celui-ci vous paie pour votre rendement. Il faut lui apporter quelque chose. Sinon, il vous remercie. Il ne tarde pas à devenir une pièce maîtresse du dispositif militaire de Mobutu au Congo. L'épisode de 1995 aux Comores, revenons à l'actualité si je puis m'exprimer ainsi, s'est déroulé avec une facilité rare. Les putschistes n'ont pu être arrêtés que grâce à l'intervention de l'armée française. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'en réalité, les Comores sont de fait une deuxième patrie pour Bob Denard. La première fois qu'il y intervient, c'est en septembre 1975. Son objectif est de ramener l'île dans le giron de la France, alors même que 2 mois plus tôt, 95% de la population avait décidé de l'indépendance comorienne. Denard a réussi à déposer le président Ahmed Abdallah et place Saïd Mohamed Jaffar à la tête du pays. Ce dernier est remplacé par Ali Soeli, sensible aux sirènes du communisme et proche de la Chine. Les Occidentaux voient son régime d'un mauvais œil. Bob Denard revient aux Comores en mai 1978 et renverse Soeli et replace le tout premier président Ahmed Abdallah au pouvoir. Je vous rappelle que c'est lui qui avait renversé Ahmed Abdallah. Il prend la direction de la garde présidentielle qu'il dirige jusqu'en 1989. C'est lors de cet épisode, paraît-il, qu'il se convertit à l'islam et prend le nom de Saïd Mustapha Hadjou. L'ancien officier français a aussi connu des revers. L'un des plus retentissants fut au Bénin de Mathieu Kérékou. L'affaire se noue dans la deuxième moitié de la décennie 1970, précisément début 1977. Bob Denard est depuis quelques mois déjà en villégiature au Gabon. Il s'y refait une santé après avoir orchestré son tout premier coup d'État aux Comores. À Libreville, il bénéficie de la protection du président Bongo. Mais comment expliquer la présence dans la capitale gabonaise de cet ancien mercenaire du Katanga et nouveau faiseur de roi aux Comores au nom de la France? Pour habiller les apparences, Omar Bongo le nomme superviseur de la garde présidentielle. Mais Robert Denard ne chôme pas longtemps. Il raconte lui-même comment il est contacté par un agent marocain qui le met en liaison avec Émile Derlin Zinsou, ancien président du Dahomey, destitué en 1969. Sa tentative de reprendre le pouvoir en 1972 a été un cuisant échec. Entre-temps, le Dahomey a pris le nom de République populaire du Bénin et est dirigé par le marxiste Mathieu Kérékou. Nous savons déjà que Bob Denard est un anticommuniste farouche. Mathieu Kérékou, à cette époque, a plusieurs ennemis sur la scène africaine et sa politique marxiste énerve, horripile particulièrement la France. Denard obtient le feu orange des services de renseignement français. Le Maroc, en le contactant, veut lui aussi la tête de Kérékou. Le président béninois est l'un des soutiens les plus ardents du Front Polisario, le mouvement national et indépendantiste du Sahara occidental opposé à la politique d'assimilation conduite alors par le roi Hassan II. Le Maroc finance l'opération, ne serait-ce qu'en partie. Et puis le Gabon, dont le président vient de se convertir à l'islam, est extrêmement proche du Maroc. Sans compter les relations de suzeraineté que le président gabonais entretient avec les milieux politiques français. Le Gabon est donc choisi pour être la base opérationnelle de la barbouzerie à venir. Encore que les mercenaires que Denard recrute en France sont entraînés à Ben Gueria, près de Marrakech. Un bon voisin, le Togo d'Étienne Gnassingbé et Yadema, est aussi dans le coup au cas où le coup d'État venait à réussir. Les hommes sont équipés de fusils d'assaut, de mitrailleuses, de mortiers et de lance-roquettes. Ils disposent également d'un avion DC pour leur permettre de voyager entre la base militaire de Franceville au Gabon et l'aéroport de Cotonou au Bénin. Initialement prévu pour se tenir le 31 décembre 1976, les manœuvres pour parvenir au coup d'État sont finalement reportées au 16 janvier 1977. Le commando part de Franceville. Il arrive à Cotonou vers 7h30. Il réussit à prendre l'aéroport sans grande résistance. Les 2 blindés légers AML-60 de la gendarmerie béninoise sont vite neutralisés par des grenades anti-chars montées sur un fusil d'assaut. Les hommes s'engagent dans la ville désertée en ce vendredi matin. Mais Mathieu Kérékou n'a pas passé la nuit au palais.
Le président réapparaît à la radio nationale où il appelle le peuple béninois à la résistance. La mobilisation populaire attendue ne viendra pas. Reste que désormais, l'alerte est générale. Bob Denard se rend compte sur le terrain que les soutiens de M. Zinsou sont tout à fait fantomatiques. Personne ne se range du côté de la rébellion. L'échec de la mission paraît désormais inévitable. Le mercenaire en chef a beaucoup misé sur la préparation militaire de ses hommes au combat. Il a cependant négligé la phase de renseignement. En tout cas, les informations dont il dispose sont incomplètes, erronées, en tout cas inutiles. Les mauvaises surprises s'enchaînent. La plus déconcertante est la présence au Bénin ce jour-là d'une délégation de dignitaires nord-coréens. Rappelez-vous, le Bénin est alors un régime communiste et entretient à ce titre des rapports cordiaux avec Pyongyang. Bob Denard et ses hommes sont surpris de ce que les militaires nord-coréens s'engagent dans la résistance. Il faut dire que, entre la Corée du Nord et les hommes de Bob Denard, Cotonou s'annonce décidément imprenable. Le commando doit battre en retraite. Au moins 2 hommes sont morts et 3 autres sont blessés. Après 7 heures d'opération, le DC-7 censé déposer Kérékou reprend les airs, direction Franceville. Il y soigne ses blessés et se prépare calmement à monter d'autres coups tordus. Ce jour-là, bien entendu, aucun de ses amis n'est inquiété. Ces quelques anecdotes sur le mercenaire Bob Denard s'inscrivent dans le cours de cette saison consacrée au coup d'État en Afrique. C'est l'histoire de l'hypocrisie des pays occidentaux. Le jour, dans les discours officiels, ils prônent la démocratie, la transparence et l'honnêteté. Affublent les leaders africains des pires qualificatifs. Mais la nuit, ils organisent les coups d'État avec leurs complices locaux et parfois sans même complices. Les initiatives de Bob Denard aux Comores sont de ce point de vue affligeantes de médiocrité et de cynisme. Cynisme d'abord de la justice internationale. Elle s'en prend très rarement aux mercenaires malheureux et aux hommes qui l'accompagnent. En plus, ces braves gens ne purgent jamais vraiment leur condamnation. Denard a été condamné en 2006 à 5 ans de prison avec sursis. Il n'a pas passé un jour derrière les barreaux. Quant à Simon Mann, un autre mercenaire très célèbre dont je vous parlerai, la Guinée équatoriale l'avait condamné à 35 ans de prison. Cependant, le Sud-Africain d'origine britannique a bénéficié de la mansuétude de Teodoro Obiang-Nguema. Il a pu recouvrer la liberté après avoir passé quelques mois seulement derrière les barreaux. Difficile de croire qu'il n'y ait pas eu de pression politique au plus haut niveau de l'État, français ou britannique, pour aboutir à ces sanctions, très loin d'être exemplaires. Si les exécutants de ces coups d'État sont quelque peu ballottés, il n'en est rien de leurs commanditaires. Jamais on n'entend parler du droit de l'homme. Au contraire, on a l'impression que la justice internationale est plus prompte à poursuivre les chefs d'État rebelles, décidés à défendre la continuité des institutions de leur pays.